épisode de Voice of the CEO, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christian. Christian. On le présente plus, hein. Il va se présenter lui-même d'ailleurs, moi je dis rien. Tu dis ça parce que tu as oublié mon nom de famille. Non, Dzela. C'est pas que Dzela. Ah, c'est quoi d'autre? C'est Dzela Nkoussou. Dzela Nkoussou? Ouais. Ok. Bon ben voilà. Il vient de compléter son nom lui-même. Comment tu vas? Très bien. Ouais. Très bien, merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'être venu, parce que du coup on se connaît que par... Donc tu disais, on faisait un rewind. 2 événements, tu es venu ici, mais on ne s'est pas vraiment parlé. Non, pas du tout, non. Ouais. Mais bon, on n'a pas forcément besoin de se parler, on sait qu'on est connecté, donc c'est plus important. Carrément. Donc voilà. Carrément. Mais moi, en fait, je pense que tu fais partie des personnalités noires les plus connues de France, de Paris, de quoi? Qu'est-ce que tu... Je sais que c'est un peu too much, mais en vrai, quand on dit noir est fier à quelqu'un, il associe directement... je sais pas, moi, après, c'était pas forcément le but. Hein. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose et de transmettre. Ouais. Donc, c'est ça, Noir et Fier, c'est ça, nos filles, et c'est ça, toutes les activités passées et à venir. Donc, ma personne, je pense, et c'est pas pour faire le faux humble, hein, je suis pas dedans, mais ma personne n'importe peu tant que le projet existe, parce que j'espère qu'au-delà de mon passage sur cette terre, et de ce que je donne dans ce projet-là, j'espère que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on parlera toujours de nos filles dans diverses activités, peu importe. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on reste dans cette transmission-là, et il faut qu'on ait des choses un peu qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Donc alors, l'entrepreneuriat, ça a été le moyen pour toi évident de pouvoir véhiculer tout ce que tu es en train de dire là? Je pense que c'est le moyen le plus évident, et je pense que c'est, en tout cas pour moi, hein, bien sûr, hein, ça n'engage que moi, pour moi ce n'est que le moyen le plus efficace. On est vraiment libre, parce que tout est une question de liberté. On peut faire les choses, mais si on n'est pas libre, c'est pas la peine. Et comme on parle de quelque chose de très important, on parle de la question noire, avec ce qui se passe encore aujourd'hui, mais finalement ce qui se passe depuis toujours. Exactement. On se rend compte que la vie sans liberté, il n'y a pas de vie en fait. Et donc je pense qu'il faut vraiment être... voilà. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le moyen d'être le plus libre possible. Que ce soit en mode où c'est l'entrepreneuriat où on galère, que ce soit l'entrepreneuriat qui fonctionne. En fait, l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine aussi derrière. Mais c'est être libre. Et quand on est libre, je pense que ça n'a pas de prix en fait. Peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit... les plus classiques financières ou matérielles ou structurelles ou en termes d'équipe, etc. Si on a nos idées et nos rêves, c'est que déjà on est déjà libre. Et si on arrive à les réaliser, c'est qu'on est déjà à la porte de quelque chose de beau quoi, et de puissant. Voilà. Donc vraiment, il y a une démarche politique clairement. Je dirais pas politique. Engagée. Je dirais pas politique, parce que politique pour moi, politique c'est une création. Politique, c'est un art. La politique, c'est l'art de s'asseoir et enfin, quand je dis de s'asseoir, c'est de discuter, de s'interrompre, de se couper la parole, mais au-delà d'échanger des idées. Mais pour moi, la question noire, c'est même pas un débat, en fait. On peut pas s'asseoir pour débattre de la question noire. Parce que la question noire, il faut la vivre, déjà. Donc, on va pas venir s'asseoir et dire « je suis noir », et l'autre, il va venir s'asseoir en face et dire « oui, mais ». Pourquoi? Déjà, le « oui, mais », c'est compliqué. Hein. Mais déjà, c'est compliqué, mais je veux dire, c'est pas possible en fait, ça. Il y a un problème là. C'est comme, enfin voilà, avec ce qui se passe et tout, on voit ce qui se passe même là, chez nous, en France. On n'a pas besoin d'aller loin, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, on n'a même pas besoin d'aller en Afrique. Avec le mouvement Justice pour Adama, on parle de justice. Donc il peut même pas avoir de débat là-dessus. Vous voyez. Donc du coup, pour moi, non, c'est même pas politique en fait. Pour moi, c'est vivre encore une fois, et on parle de liberté, d'être soi, et on essaie d'en parler fièrement. Ok. Donc l'entrepreneuriat a commencé il y a combien de temps? En fait, depuis toujours, mais je ne le savais pas en fait, je ne me suis pas rendu compte. Donc tu es un entrepreneur né? Je suis un entrepreneur vraiment né, mais pas assumé. Ah. Voilà. Ok. Parce que même quand j'étais avec mes amis et mes copains, quand on avait une dizaine d'années et tout, ben voilà... Même même faire une bêtise, l'action de faire une bêtise ou de faire des conneries, c'est l'entrepreneuriat. Ça. Bah oui. Faut entreprendre, il faut dire bon, on va faire ça, et on sait que c'est interdit, mais on va le faire quand même, donc c'est entreprendre.
Donc voilà, et on a 7-8 ans, et pour moi, c'est le début de l'entrepreneuriat. Après, on a voulu organiser des feux d'artifice un jour. Ah ouais? Mais c'était nul. C'était Attends, nul, on était des trois. feux d'artifice sérieux? On était trois, on a démarré le plan de communication, on était sur nos vélos. Ah ouais? On créait dans tout le quartier comme quoi il va y avoir des feux d'artifice et tout, à telle heure. On achetait des trucs un peu illégal aussi quand même. Ouais, mais c'était des feux d'artifice, on avait 10 ans, donc on achetait des pétards, mais c'était des pétards, c'était des trucs nuls quoi en fait. C'était nul, mais c'était l'entrepreneuriat, mais c'était pas nul en fait, parce qu'en fait on avait besoin de rêver, et ça fait encore des beaux souvenirs. Donc si vraiment que je pousse vraiment l'entrepreneuriat, pour moi c'est juste à ce moment-là. Ouais. Et après, quand je dis assumer, c'est que malheureusement en France, on favorise pas un peu ce genre d'esprit un peu créatif, ou qui sont un peu dans l'entrepreneuriat. On privilégie plus des voies, tu vas aller en BTS, ou tu vas faire ça, ou à l'époque et tout. Et c'est un peu dommage. Donc du coup, c'était pas assumé parce que c'était peut-être en moi, mais j'en avais pas forcément. Je m'en étais pas rendu compte, c'est ce que je faisais quoi, depuis toujours. Dans ta famille, il n'y avait pas de... Non, parce qu'en fait, dans la famille, dans nos familles, surtout que c'est les premières générations à venir en France, avec des enfants qui sont nés, grandis ici, ben, c'était plus le modèle, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu fasses les choses, quoi. Donc, à partir de là, non, mais en soi, je leur en veux pas, en fait. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont rempli ma tête, et puis me voici. Donc, des études de quoi, du coup? T'es parti faire quoi, les études? En fait, moi, je me suis rattrapé après le bac, parce que j'ai fait un bac électrotech, je me souviens, et je me suis rattrapé, après j'ai fait un DUG, éco-gestion, mais je suis pas allé au bout, je suis parti, j'ai créé une boîte, et puis voilà. Ok. Ça, c'était en 2003, je crois, 2002, 2003. Donc voilà. Et donc la vie étudiante, ok, mais tu savais que l'entrepreneuriat était là, mais tu savais pas, enfin tu vois, là tu prends du recul, avec l'âge tu te dis, bon bah en fait c'est là depuis longtemps, mais à l'instant T tu sais pas. À l'instant T, vraiment dans les années 80, début des années 90, mais après à partir des années 2000, le mot entrepreneur il n'était pas encore à la mode, mais moi je savais que quelque part, j'ai fini par comprendre que au début des années 2000 que moi c'était les affaires, le business, créer une entreprise, avoir des salariés, avoir des projets, peu importe le projet. Hein. Être libre. Peu importe le projet, c'était même pas une question de nos filles, noir et fier et tout ça, c'était rien à voir. Demain tu me dis tu vas monter une boîte dans une fabrication tu vas fabriquer des cartons, mais je rêve, je kiffe. Voilà, c'était vraiment l'idée, c'était vraiment d'entreprendre en fait. Ok. Et alors, Noir et Fier, du coup, ça vient comment? Est-ce que tu connais la naissance de ça? Ça vient du cœur. Ok. C'est venu de mon cœur, tout simplement. Et j'avais l'envie et le besoin d'écrire et d'exprimer une pensée ou une émotion. Et c'est Noir et Fier qui est arrivé. Ok. Donc, c'est arrivé, c'est plaque et c'était une évidence. C'est vraiment arrivé comme ça. C'est vraiment arrivé comme ça. Consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, hein, peut-être parce que je n'ai rien inventé, je n'ai pas inventé ce terme-là. James Brown, il le disait, et puis plein de personnes ont pu le dire par le passé, que ce soit en France et surtout aux États-Unis, et même peut-être en Afrique. Mais l'idée de le mettre sur un t-shirt, c'est moi qui ai eu l'idée de le mettre sur un t-shirt, et c'est ce qu'on a fait, parce que j'étais pas tout seul, hein. J'ai eu l'idée, mais après l'idée, il fallait la développer. Bien sûr. Et on a essayé de bien le faire avec tout ce que ça implique et tout ce que ça comporte. Et 15 ans plus tard, nous voici. Encore, là. Encore, toujours. Et toujours après d'ailleurs. Parce que tu parlais tout à l'heure, tu me disais, le plus important finalement, c'est pas juste de créer un truc et de faire exister la chose par soi-même. Bien sûr. Mais c'est de justement laisser l'autonomie à cette idée, à ce concept, pour qu'il puisse perdurer après. Exactement. Ok. Donc perdurer après son existence physique sur Terre finalement. Exactement. Bon. Et alors du coup, là aujourd'hui, Noir et Fier, c'est quoi? Si on doit expliquer ce que c'est, là par exemple, moi j'ai des enfants, je leur ai dit voilà, je reçois le CEO de Noir et Fier. Ah oui, Noir et Fier c'est quoi? Je leur explique quoi? Noir et Fier à la base c'est un symbole, mais c'est surtout un état d'esprit. Noir et Fier c'est une connexion, Noir et Fier c'est une solidarité, Noir et Fier c'est de la dénonciation, c'est tout ça. Donc aujourd'hui Noir et Fier c'est plus un totem, c'est plus un symbole, c'est plus l'état d'esprit, c'est l'esprit Noir et Fier. L'esprit Noir et Fier c'est l'esprit déterminé, l'esprit solidaire, l'esprit généreux, l'esprit engagé, l'esprit bienveillant, altruiste, c'est tout ça Noir et Fier. C'est ça pour moi être Noir et Fier. Maintenant, derrière l'esprit Noir et Fier, il faut créer des choses et on a des outils pour ça. Donc ce qui s'est passé quand on a créé Noir et Fier, c'était en 2004. Et après, on a créé la page MySpace, je pense. Non, au début, on avait un Skyblog en 2006-2007. Et après, on a créé un MySpace.
Ok. Et après, il y a Facebook qui est arrivé avec les pages fans, Ouais. et c'est en 2008. Et c'est à partir de 2008 qu'on a créé la page Noir et Fier. Et de 2008 jusqu'à 2013, c'était du partage de contenu. Voilà, c'était vraiment échanger, partager, diffuser. Voilà. C'était ça Noir et Fier. Et après, il fallait aller plus loin. Et en bon entrepreneur que nous sommes, on s'est dit on va créer un média. Parce qu'on sentait le besoin. Et donc, on a créé Nofi. Nofi qui veut dire naturellement donc, Noir et Fier. Yes. Et donc, de Nofi est né le Nofi Group. Parce que quand on crée un média et quand on analyse un peu ce qui se passe dans la communauté et tout, on en perçoit aussi des fois les manques et les besoins. Donc du coup, on dit Nofi Group parce qu'il y a plusieurs entités, plusieurs activités. Maintenant, il y a les Nofi Store, il y a une fondation aussi en Afrique. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc c'est vraiment ça. Et Nofi, donc ça veut dire Noir et Fier, donc c'est la contraction. Et c'est vrai que j'avais vu, pas récemment, ça fait longtemps que je le sais, mais on l'avait reposté là récemment sur Instagram. Nofi, ça veut dire aussi rêver en malgache. Ok. Voilà. D'accord. Super. Donc là, des stores, t'en as combien? 2, il y a un troisième qui va ouvrir là à Bruxelles. Il y en a un à Saint-Denis, un à Lyon, et un troisième ouvrir à Bruxelles là d'ici la fin de l'année. Wow. Et j'espère en ouvrir 2 autres l'année prochaine, mais plus en banlieue, région parisienne. Oui, là où il y a, en fait, Ouais. il y a... Ouais, j'ai envie vraiment. En fait, l'idée c'est vraiment de vulgariser la culture Ouais. noire. En fait, c'est vraiment la rendre accessible et pas simplement dans une catégorie, enfin voilà, dans un truc genre un truc de streaming ou dans une petite catégorie Renoir. Ouais, et puis, je comprends. et tout. Faut la vulgariser, faut que c'est en vulgarisant les choses qu'on normalise un peu les choses. Donc, C'est clair. Donc voilà, l'idée c'est un peu ça. L'idée c'est vraiment de vulgariser. Là à Saint-Denis, on est en face de Sephora. Les gens le matin, ils prennent En le face métro. de Sephora, ah ouais. Ils prennent le métro, ils sortent et tout. Et même s'ils rentrent pas dans la boutique, il y a marqué Nofi Store. Ça veut Ouais. dire la boutique Noir et Fier. Et ils voient l'enseigne, ils voient les poupées noires, ils voient les jeux de cartes, ils voient tout ça, ils voient les livres et tout. Ils disent ok. Et même s'ils n'achètent pas, Ouais. je pense, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais il y a une transmission, une connexion Bah, bien sûr. qui se fait. Voilà. Parce que, encore une fois, c'est une question de vulgarisation. Et on a besoin d'avoir des codes en fait, qui nous ressemblent. En fait. Donc voilà. Bah, en fait, tu vois, par exemple, typiquement, moi j'ai deux petites filles. Moi, quand j'étais petite, j'avais des poupées blanches. Ouais. Ça me posait pas de problème. Hein. Donc, du coup, je pense que ça posait pas de problème finalement à cette génération de parents qui sont arrivés à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça me viendrait même pas à l'idée de leur acheter une petite fille. Oui, c'est normal parce que tu veux des poupées qui te ressemblent. Bah oui. Et c'est normal, on a besoin d'avoir des modèles et tout. Donc, et heureusement qu'on maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. À une époque, ça n'existait pas. Ça. Ah non, ça n'existait pas du tout. Peut-être aux États-Unis, mais parce que voilà, mais ils s'étaient organisés pour, mais ça n'existait pas. Et encore là même, on peine c'est pas évident. Et non, c'est pas mainstream du tout. C'est pas encore mainstream. Et puis bon, c'est à nous de le rendre mainstream, mais dans notre idée du mainstream, pas l'idée du mainstream noyé dans une masse. Non. Voilà. Parce que quand on pense mainstream, on pense forcément que c'est être noyé. Donc voilà. Non, c'est juste qu'en fait, ça devient un truc qui est dans l'inconscient collectif, c'est normal. J'ai un choix entre une poupée blanche, une poupée noire en fonction de là où je viens, bien sûr. Même asiatique, enfin ce que je veux, Bien mais sûr. pas un modèle où effectivement, après la représentation clairement qu'on se fait quand on grandit, et je vais te dire, moi j'ai un imaginaire où je me vois blanche. Ouais, bah, Parce bien que sûr. ma petite poupée était Bien blanche sûr, en c'est fait. exactement ça. C'est comme même moi quand je dessinais et tout, instinctivement, j'avais. Je me rappelle, j'avais créé une histoire d'un super-héros. Avant Black Panther alors. Ouais, avant Black Panther. De toute façon, il n'était pas black. Oh mince alors. Non, mais voilà, c'est juste pour dire à quel point, après, c'est pas une question non plus de. Enfin, c'est plus. Ça démontre un peu l'aliénation culturelle et cette force que ça peut avoir sur ce qu'on est, en fait. Tu te représentais comment, toi? Pareil, moi, je me représentais pas parce que moi, j'avais déjà chez moi, j'ai une représentation. J'avais mon père, et puis j'étais fier de lui parce que quand il revenait à chaque fois du travail, comme c'était un ancien militaire, voilà, c'était un commando, donc voilà, il venait avec son béret vert et tout. Moi, c'est bon, j'avais la représentation et tout. D'accord. Et moi, j'aimais frimer devant mes copains, etc. Et tout. Donc pour ça, j'avais pas trop de problème par rapport à ça. Mais c'était moi et moi, en fait. Et moi, je pense que ça crée beaucoup de carences et de séquelles, mais qu'on se rend compte plus tard, en fait, dans des réflexes, dans des habitudes et tout. Après, l'idée, c'est voilà, et puis en fait, c'est apprendre à se connaître, en fait. C'est même au-delà de la question noire, au-delà de être noir, c'est le soi, en fait. Qui on est ou qui on veut être. Ouais. Et
Ça, c'est une vraie question. Voilà. Genre, on peut écrire un bouquin pendant 6 ans. Ouais, ok, d'accord. Donc du coup, et alors j'imagine que tu rencontres énormément d'entrepreneurs. J'en rencontre beaucoup, ouais. J'en rencontre beaucoup et je suis beaucoup sollicité aussi. Yes. On m'envoie beaucoup de messages et tout. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est inspirant. Tu sais, quand tu dis que la vie d'une entreprise en France, en moyenne, n'excède pas 3 ans, pour les raisons qu'on connaît. Ouais, mais ça c'est de la communication, ça. Mais non, mais c'est une réalité quand même. Il y a aussi des dépôts de bilan qui sont importants dans ces 3 premières années de vie d'une entreprise. Ouais, mais pour moi, c'est pas... En fait, après, je sais pas, je vais être méchant. Non, mais vas-y. Pour moi, ça veut rien dire, ça. Ça veut Ouais. dire 3 ans, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, je sais Tu bien. peux pendant 1 an pas marcher, l'année d'après, tu cartonnes et tu as fait le mauvais choix, et l'année d'après, tu foires. Et peut-être l'année d'après, ça fonctionne. Là, on est chaud avec nos iPhones, Apple et tout. Mais il faut regarder l'histoire d'Apple. Ouais, l'histoire d'Apple, c'est fulgurant. Et après, c'est la galère. Ils ont sorti un ordinateur qui n'a pas marché. Ouais. Je crois que c'est Lisa, je crois. Et voilà, c'était la galère. Et après, ils ont essayé de revenir. Ils n'arrivaient pas. Et après, ils ont viré Steve Jobs. Ouais. Et après, ils arrivaient encore moins. Ouais. Et Steve Jobs, il a essayé de lancer des trucs. Entre-temps, il a fait Pixar, donc Toy Story, etc. Et tout. Disney, voilà. Ouais. Donc, en fait, la vie de l'entrepreneuriat, c'est la vie des hommes. Voilà. Donc, pour moi, quand on parle de la vie d'une entreprise 3 ans, la vie d'une entreprise 5 ans, à bout des 5 ans, c'est pas vrai. Parce qu'au bout des 5 ans, je peux m'étouffer, je peux m'essouffler. Regardez, ça fait des années qu'on existe, mais il y a eu le Covid. Ça a fait mal. Ouais. Et pourtant, ça, c'est la vie. Donc, pour moi, c'est une question d'hommes. Si les hommes sont debout, quand je dis homme avec un grand H, Bien sûr. si les hommes sont debout, ben, l'entreprise sera debout. Parce que l'entreprise, c'est soi, en fait. Les idées, ça n'appartient à personne tant qu'elles ne sont pas encore créées. Donc, l'entreprise, c'est soi. C'est qui on est, et qu'est-ce qu'on veut faire, et qu'est-ce qu'on veut donner. On aurait fait avant, c'était des t-shirts. Maintenant, on vend on a un média. On a boutique, on a une maison d'édition, on signe des auteurs qui font de la BD, qui font de la littérature et tout. Mais ça n'a plus rien à voir avec le t-shirt. Ouais. Donc, c'est juste réfléchir et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment je me renouvelle et comment je m'adapte aussi à mon marché et comment je survis, en fait. Donc, est-ce que si je suis sur les stats... C'est que la survie? Oui, c'est d'abord la survie. Ouais. C'est une question de survie. Toujours. Ok. Bah oui, toujours. Peu importe le niveau. Ah ouais, que ce soit ici ou Jeff Bezos d'Amazon et tout, c'est de la survie. Parce qu'on est à l'abri de rien. Donc pour moi, c'est de la survie. Et donc ce que je voulais dire pour finir là-dessus, je ne me souviens plus. Oui, désolé, je t'ai coupé. Donc voilà, pour moi, c'est une question de survie, effectivement. Non, tu parlais de se réinventer en fait. Ouais. De la notion de se réinventer. Ce qui est intéressant, c'est que nos filles, nos t-shirts, Nofi, en fait, tu as évolué, tu parles de l'évolution comme en tant qu'homme, un homme avec grand H, c'est-à-dire que ma vie, elle a aussi évolué et en fait, les idées de se réinventer se sont véhiculées avec ma vie qui a aussi évolué. Exactement. Et l'homme que je suis en train de devenir, que je suis là aujourd'hui, mais en fait, peut-être que dans 10 ans, dans les 10 prochaines années, tu vas dire, ouais, au fait, là, on faisait ça, mais aujourd'hui, on a, je sais pas moi, on a créé on a créé un Netflix, je ne sais rien, tu vois. Donc, ce qui est hyper intéressant, et j'aime beaucoup cette idée-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Ah bon, c'est vrai? Ben voilà, c'est très bien. Mais en fait, l'idée, c'est que pour moi, il y a de la place pour tout, pour tout le monde. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Voilà. Et il n'y a pas de oui, il fait concurrence, il fait ceci, il fait ça. On s'en fout. Tu fais ton franchement, truc. si on est dans la concurrence, si on est là à s'asseoir et à se dire, ah tiens, lui me fait concurrence ou lui m'a piqué mon idée. Ouais. C'est. Mais est-ce qu'on se dit pas trop ça, nous Ça, c'est des excuses. Ah, ok, on a besoin d'avoir des excuses. Ok, c'est des excuses. On a besoin de se dire, lui, il a voulu mon idée. Parce que mais pendant ça nous permet de nous conforter dans notre inaction et dans le fait que je n'ai pas fait, je n'ai pas été au bout, la chose où je n'ai pas osé. Ouais. Parce que oser, c'est entreprendre. Il faut oser, il faut avoir du courage, il faut avoir confiance en soi et tout. Moi, je connais des gens, c'est des rêveurs. C'est-à-dire que je les ai vus il y a 10-15 ans et ils me parlent de projets et je les vois 10 ans plus tard. Ils sont toujours toujours là à acheter des magazines, à lire. Il faut arrêter de lire. Moi, j'ai arrêté d'acheter les magazines Management et Capital parce que à un moment donné, je dis, mais en fait, je suis en train de mourir là-dedans, en fait. Ouais. Je suis là, j'ouvre et je regarde, je dis, après je tombe, success story, dérapage. Bah oui, il a dérapé parce que voilà, tu vois. Et en plus, tu fais
tu fais comme si toi tu savais. Ouais, tu sais, Tu bah il a oui, dérapé, bah oui, dérapage, bah oui, success story, après machin. Et tu te projettes et tu machin, et tu refermes, après tu dors ouais, et tu rêves. Après le lendemain, tu vas travailler tout. J'ai rien contre ceux qui vont travailler, parce qu'il faut travailler, tout le monde travaille. Je travaille, je parle des salariés. Mais après, tu repars travailler, et dans ton travail, tu dis j'ai un projet. Ouais. Et après, tu en parles à ta femme ou tu en parles à tes potes et tu dis j'ai un projet. Et après, 2 ans plus tard, j'ai un projet. Et mon frère. Mais tu leur dis quoi, tous ces gens-là? Moi, je dis, il faut y aller. La vie, elle est courte. Là, je peux marcher, là, je peux me lever. Et tout. Après, vous entendez Christian Z s'est fait écraser, là, juste à côté. Là. Et c'est terminé. Ouais. Mais après, la vie, c'est pas. Il n'y a pas une case de. La vie, c'est pas. Il faut entreprendre. Hein. La vie, c'est d'être libre. Oui, tu fais ce que tu as envie de faire. Ah, bah ton oui. chemin. Moi, je ne porte pas de jugement. Moi, je porte des jugements sur les gens qui disent qu'ils font alors qu'ils ne font pas. Oui. Ou qui disent, ouais, on va faire alors que vous ne faites pas. Non, c'est juste ça. Ça représente, sur 100 personnes, ça représente quoi, ça? Je dis pas un chiffre trop dur. Ouais, ça représente 90% des gens. Ah oui, très bien, d'accord. 100 personnes, mais clairement. Et qui peut venir me dire le contraire ici? Bah oui. Parce qu'on le verrait, on le sentirait. On est beaucoup, même en France. S'il fallait parler des Noirs, et après des gens en général qui veulent entreprendre, on est beaucoup à vouloir avec des idées. Yes. Mais après, il faut y aller. Et je pense que s'il y avait plus de personnes prêtes à partir au combat, eh ben, il y aurait peut-être moins de problèmes. En tout cas, il y aura plus d'interconnexion entre nous. C'est comme aujourd'hui. Moi, je me rappelle, j'étais venu dans ce lieu il y a 4-5 ans. Je ne suis pas revenu. Et quand je rentre, je vois des gens qui travaillent, machin et tout. Et je te demandais, bah, qu'est-ce que vous faites ici, tac, tac, tac. Et voilà. Mais s'il n'y avait pas cette initiative-là, bah, peut-être que cette possibilité-là aujourd'hui de faire ce que l'on fait là avec les micros, les caméras et tout, ce ne serait pas possible. Non. Et il est là le truc en fait. Et s'il y a plus d'initiatives comme ça, et ben, plus on va enrichir le truc, et plus on va créer une connexion, et plus on sera dans notre émancipation qu'on rêve tant, qu'on réclame tant. Bah, en fait, oui, il faut réclamer, fine. Et en fait, les combats, comme tu dis, sont sur différents plans. Il y a les gens qui vont descendre manifester, voilà. Il y en a qui vont entreprendre, il y en a qui vont faire je sais pas quoi, aller dans les hôpitaux, soigner, se déplacer, faire des actions humanitaires. Enfin, en vrai, chacun a son rôle à jouer. Tout à fait. Et il n'y a pas plus... c'est juste que, comme tu dis, bah, en fait, si tu as décidé d'être dans l'action, vas-y et ne parle pas trop en disant oui, il faut. Oui, Parce que là, c'est le il faut, on va rester comme ça très longtemps. Ok, donc du coup, et alors, est-ce que tu coaches des gens ou pas sur l'entrepreneuriat ou alors c'est juste un truc que tu fais en mode... Non, moi, je fais ça comme ça. Après, on me demande de plus en plus, donc peut-être que, je sais pas, j'organiserai des trucs et tout, mais je sais pas. Je pose pas de questions. En fait, je parle comme ça vient comme ça. Je prépare rien, ça sort comme ça. Et... Voilà, parce que la vie de coach, là, tu vois, je la vois bien, là. Ouais, mais déjà, je me coach déjà moi-même et c'est pas évident. C'est vrai? Ah ouais, c'est pas évident. C'est quoi le plus dur à faire pour se coacher, pour le coup? Se coacher soi-même, cette discipline. Déjà, se connaître. Ouais. C'est déjà se connaître soi-même. Et ça, c'est... Les gens, ils peuvent passer une vie sans se connaître. C'est ça le danger. C'est chaud, hein? Ça, c'est chaud. Moi, j'ai une femme extraordinaire qui, grâce à elle, je pense, qui m'a beaucoup aidé à me connaître, en fait. Qui a vu en moi ce que moi-même, je ne voyais pas, en fait. Donc, il y a ça, il y a la vie, il y a les expériences de la vie, il y a les rencontres, etc., qui permettent de se connaître. Il faut déjà se connaître avant de vouloir coacher les autres. Parce que les gens là qui viennent coacher les gens là, faut pas mentir aussi. Non. Faut pas venir et dire moi je vais te coacher on alors que appelle ça toi-même. Comment les vendeurs d'illusions, non? Je sais même pas comment on les appelle, mais venir. Ouais. Toi tu vas venir me coacher alors que toi-même t'es même pas coaché correctement. Ouais. Ouais. Non, pardon. Non mais faut être sérieux. Ouais. Non mais c'est pas pour être méchant et moqueur. Non mais c'est réaliste. C'est une réalité. Il faut être dans une réalité. Il faut faire attention. Les gens qui disent moi je vais vous coacher, moi je connais, moi j'ai la solution. La solution, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la curiosité, c'est aller chercher. Moi, quand j'ai un sujet que je ne maîtrise pas, je vais aller chercher. Ou sinon, je vais parler à des gens qui connaissent et qui maîtrisent. Je ne vais pas... voilà. Et moi, l'idée, si demain, je devais coacher, ce serait pour transmettre quelque chose dans l'idée d'être dans une autonomie, dans une manière de réfléchir. Moi, si demain, je coach, c'est pour donner les clés à une forme d'autosuffisance et d'essayer de se faire par soi-même. Ouais, mais pas l'autonomie, mais c'est pas genre ah oui tiens mon coach, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah tiens coach, machin et tout. Non, mais ça m'intéresse pas. Bonjour Christian, alors là, bonjour oui coach, alors machin et tout. Non. Voilà quoi. Ok, bon tu le vois où dans 20 ans? Dans 20 ans? Ouais, 20 ans, mais vraiment, essaie de visualiser. Dans 20 ans, t'es où?
je vais citer une phrase de Tupac, on lui avait posé la même question. Bon, faut pas que ça me porte malheur, hein. Mais il avait dit dans 20 ans, je crois que c'est dans 10 ans, c'est soit il se voyait changer le monde ou soit être changé par le monde. Mais t'as pas déjà commencé ça? J'espère. Ah bah si. Non, j'espère, vraiment. En tout cas, mon monde, en tout cas. Mais je vais vraiment, dans 20 ans, je me vois. En fait, j'ai envie d'influencer positivement la vie des gens, en fait. Hmm. Vous savez, quand on va au McDonald's, on est influencé. Quand on regarde Netflix, on est influencé. Quand on est dans notre quotidien, Facebook, Instagram, etc., on est influencé. Et ben, j'ai envie d'influencer positivement la vie des gens, un peu de la même manière, en fait. Voilà. Donc, peu importe finalement comment. Si demain on ouvre une chaîne de restaurant, si demain on lance un service de streaming, si demain on lance un festival, si demain, peu importe, ou si demain, là actuellement on fait des livres, ou peut-être demain on peut faire des dessins animés, enfin, voilà. J'ai vraiment, moi mon rêve c'est vraiment d'influencer la vie des gens et de voir que tes enfants qui sont là, ou les enfants de tes enfants, ils sont nés, grandis avec des modèles et, voilà, et avec une influence et qui les a permis eux aussi de rêver. Moi, c'est ça, c'est un peu ça mon ambition. Et si j'ai réussi, ne serait qu'une personne, c'est que je pense avoir réussi. Et je pense que je serai le plus heureux. Je pense que tu as réussi. Non, non, pas encore. Si, Non, si. non, Ah, non. si. Bon. On est trop loin là. En plus, on utilise, c'est pas nos outils et tout. On est trop loin. Il faut des trucs où on soit maître de ce que nous produisons, de ce que nous faisons, de ce que nous consommons. Mais si on est là, on est sur des plateformes, on partage nos contenus, on est content et on pense qu'on existe. Ouais, non, mais ouais. Demain, en 2 minutes, on appuie sur le bouton, c'est terminé. Hein. Oui, Instagram notamment, tout Voilà. ça. Ouais, ils ferment d'ailleurs régulièrement des sites. Voilà, donc non, moi je veux pas de ça. Je veux pas de ça parce que c'est trop facile. Puis je sais pas, on a suffisamment de. Faut penser. Ah oui, non, clairement, je te confirme, on a suffisamment de. Voilà, je comprends pas en fait. Après, c'est moi. Hein, Non, mais clairement, là, tu vois, j'avais une discussion philosophique avec mon fils tout à l'heure, il me demandait, je lui disais, mais en fait, l'idée c'est de changer le monde. Il me dit, on change le monde en faisant quoi? Parce qu'il voit tout de suite, il faut construire des choses. Ouais. Et puis... Non, en fait, changer le monde, c'est une personne qui vient te voir pour te dire, bah, tu m'inspires, ce que tu as fait m'inspire. Et hier, je voulais faire ça, et puis en lisant ce que tu as fait, ou en regardant ton reportage, en écoutant ta voix parler tout, tu m'as motivé pour faire le truc. Après, il y a aussi un grand philosophe qui nous a quittés, Michael Jackson, qui disait, dans une chanson, il disait que voilà, si tu veux changer le monde, bah, change-toi d'abord, regarde-toi dans le miroir et change. Ça sert à rien de vouloir, ouais, on va changer le monde, mais si toi-même tu peux pas changer, si toi-même tu peux pas entrer dans une pièce et dire bonjour aux gens, déjà c'est un problème. Ouais, c'est clair. Il y a encore des gens comme ça? Mais bien sûr, parce que les gens sont égoïstes. Ah bon? Mais bien sûr. Je ne savais pas. Et voilà, voilà tu m'as appris un truc. Bienvenue dans le dans vrai la monde. réalité. Oui. Ok, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Du coup, la place des femmes dans l'entrepreneuriat noir, est-ce que tu trouves que ça bouge un peu? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore... C'est quoi ta perception de ça? Est-ce qu'il y a un équilibre? Parce que finalement, on a besoin d'autant de femmes que d'hommes pour essayer de créer un équilibre, à mon sens. Franchement, je vais dire un truc par rapport aux femmes. Pour moi, dans mon équipe là, les personnes les plus efficaces, pour la plupart, ont toujours été des femmes. Ok. Dans nos filles. C'est les femmes qui ont construit vraiment le projet Nos filles. Hein, en grande partie. À 70%. Ok. Donc franchement, moi en plus, après moi je pose pas de questions, je suis pas réfléchi en matière de parité ou machin et tout. Oui. Moi je cherchais vraiment les meilleurs et les personnes qui sont venues à moi souvent et qui se sont démarquées. Il y a eu autant d'hommes que de femmes, mais les plus combatives, les personnes les plus combatives, les plus engagées, les plus déterminées, les plus coriaces, les plus vraies, voilà, ça a souvent été des femmes. Donc voilà, puis on continue. Ok. Et alors, le leadership, du coup, comment tu as appris à être un leader? Alors, il y a le leadership pour moi, et après, il y a le manager. C'est deux choses différentes. Ben moi, je suis peut-être un bon leader. Après, je ne suis pas forcément un bon manager. Donc, il faut apprendre à déléguer et trouver les bonnes personnes, bien s'entourer. Voilà. Moi, je suis plus un visionnaire. Et la vision, j'ai quoi. Plus la vision et tout. Ouais. Mais sur la partie opérationnelle, ça, je dis pas que je sais pas faire, mais je pense trop. Et comme je pense trop, ça va trop vite. Et donc, comme ça va trop vite, c'est pas adapté. Ma manière de réfléchir n'est pas adaptée dans le quotidien. Donc, il vaut mieux redescendre un peu. Et voilà, parce que là, quand tu m'as posé la question dans 20 ans, si
Si je te dis ce que j'ai dans la tête, tu vas dire, il est fou. Pourquoi? Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut, il faut parfois être terre à terre, parce que pour manager, c'est de l'humain. Et là, c'est pas question de noir ou blanc ou machin, c'est vraiment de l'humain. Ouais, clairement. L'humain, gérer les caractères, gérer les compétences, etc. C'est ça le management. Ouais. Et ça, que ça matche et tout entre les gens et tout, voilà. Ouais. Et ça, du coup, comment tu fais dans ton équipe que tu as constituée au fur et à mesure? Comment tu fais pour justement te dire, ok, moi, je gère la vision? Parce que finalement, c'est une façon aussi de répartir les rôles dans une boîte. En fait, j'arrive à détecter les gens vraiment qui ont le potentiel pour faire des choses. Et après, je leur confie les projets. C'est-à-dire que le média Nofi, ça tourne tout seul. Il y a des gens qui gèrent. Le Nofi Store, il y a une équipe qui est dédiée. D'accord. Voilà. La maison d'édition qu'on a montée, voilà, j'ai mis une ancienne rédactrice en chef de Nofi. Elle est partie, elle gère maintenant la maison d'édition. Et voilà, ils gèrent. Moi, j'ouvre les portes. Et une fois que toutes les portes sont ouvertes et tous les accès, etc. Et tout, ouais, que ça circule, quoi. Ça circule, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, la maison d'édition, je l'ai créée. J'ai identifié quels étaient nos besoins. Donc, il nous fallait un imprimeur. Donc, j'ai trouvé un imprimeur. Ouais. Il nous fallait une personne qui gérait le juridique. Donc, j'ai trouvé une personne qui allait gérer le juridique pour les contrats, etc. Et tout. J'ai ciblé les premiers auteurs que je voulais qu'on signe impérativement pour sur 2020 et 2021. Je les ai signés. Voilà. Et une fois que tout est bon, j'ai dit à la personne, allez, tiens, maintenant, toi, tu vas gérer ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, je ne parle plus à l'imprimeur, je ne parle plus aux auteurs, je ne parle plus aux juridiques, je fais plus... Voilà. Et maintenant, le truc, c'est bon, je me suis débrouillé pour trouver un peu de fonds pour que, justement, ça puisse démarrer en autonomie. Et voilà. Et puis, on verra dans 2-3 mois comment ça se passe et tout. Voilà. Et j'interviens surtout, des fois, sur les questions qui sont... quand il y a vraiment besoin de moi ou quand il faut faire les virements à la fin du mois. Excusez-moi, monsieur. Ok, d'accord. Ça vient avec l'expérience, tout ce que tu es en train de dire, parce que c'est un mécanisme de pensée qui est quand même très clair. Ça vient avec l'expérience, oui. L'expérience, il faut comprendre qu'il faut savoir déléguer. Ouais. Mais les délégués, c'est avoir les moyens de déléguer. Des fois, on n'a pas les moyens de déléguer. C'est ça. Là, j'ai moyens de déléguer, donc j'ai le temps de venir là, comme ça, à 15h le mercredi. Bah oui, et venir faire le transmettre. Non, venir transmettre et tout. Donc voilà, faut déléguer, il faut apprendre à déléguer, il faut composer en fait. Il faut faire avec ce qu'on a, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs, là aujourd'hui? Vraiment, genre, ok, je vais être plus précise même. Toi, il y a 15 ans, qu'est-ce que tu dirais à la version de toi il y a 15 ans qui entreprenait? Tu lui dirais quoi? Je dirais, Christian, déjà, calme-toi d'abord. Sois pas trop pressé. Ouais. Gère mieux l'argent. Ouais. T'éparpilles pas trop. Et entoure-toi mieux. Et reste maître de ton projet. Reste le leader incontesté de ce que tu fais. Parce que du coup, c'est-à-dire quoi? Toi, tu as l'idée, donc tu vois, tu es le soleil en fait. Donc du coup, tu as plein de gens qui peuvent venir. Je sais pas si je suis le soleil, mais à l'époque, je me souviens, moi j'avais l'un de mes plus proches collaborateurs avec qui on a lancé Noir et Fier qui me disait, ouais, il faut que tu prennes ta place de chef. Et dans Noir et Fier, quand on a commencé, on était 5-6 et tout. Et c'est vrai que je savais que le projet venait de moi. Donc il y avait ce côté un peu, il y avait une sorte de complexe, une dualité en moi parce que je savais que c'était moi qui avais fait le projet. Ouais. Donc on pouvait être assis et je pouvais écouter tout le monde. Mais au fond de moi, je savais que le projet venait de moi. Donc j'avais une sorte de inconsciente de supériorité en fait. Inconsciente vis-à-vis des autres. Mais pas malsain. Hein. Mais c'était plus dans le côté, voilà. C'est le leader. C'est moi le projet. Mais quand il fallait prendre des décisions et tout, j'étais trop dans le partage, j'étais trop dans le... Alors que des fois, j'aurais dû peut-être plus imposer. Voilà. Mais même moi, après, voilà. Ah oui, la rigueur aussi, très important. La rigueur de quoi exactement? Il faut être rigoureux, en fait, dans ce qu'on fait. Il faut être rigoureux. Parce qu'on pourrait écrire une lettre, et si on n'est pas rigoureux, on ne se relie pas. Et la lettre, elle est bourrée de fautes. Pourtant, le message, il est là, il est clair. On a compris que tu es déterminé, tu es engagé, tu es passionné, et tu envoies ta lettre. Yes. Mais une lettre de personnes déterminées, passionnées, engagées, bourrées de fautes, ça allait, fini. C'est fini. Fin du Alors game. qu'une lettre d'une personne déterminée, engagée, passionnée, zéro faute, voilà. Mais ça, c'est la rigueur. Et moi, pendant 10 ans, 15 ans, c'était bourré de fautes. C'est vrai? Voilà. Donc là, maintenant, je sais prendre des cours d'orthographe. Lis pas les textos de la nouvelle génération, là, tu vas tirer. Moi, j'en fais des fautes sur WhatsApp. Non, mais là, c'est pire, en fait. C'est écrit en Ouais, onomatopée, les trucs. Genre, je veux dire, les mots n'ont aucun sens. Tant pis pour eux. C'est chaud. Tant pis pour eux. Parce que les mots, c'est des clés. Ouais.
Les mots, c'est des clés, c'est des armes, c'est des outils. Les mots, c'est des clés, c'est des armes, c'est des outils. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ils sont cuits. Donc tant pis pour eux. De toute façon, ils vont se rendre compte. La vie, c'est pas Snapchat. Ah. Ouais, mais bon, là, tu vois, en fait, je trouve que la matrice des TikTokers, Snapchatters, je sais pas si on dit Snapchatters, bon, bref, tout cet environnement-là, c'est cool, il y a plein de trucs, c'est génial, machin. Mais ça crée quand même des cerveaux complètement différents. Mais en vrai, il n'y a rien qui change, c'est toujours la même chose, mais c'est juste l'histoire qui se répète, ça crée des sortes de ghettos, en fait. Ghetto numérique ou ghetto digital, on peut appeler ça comme ça, parce qu'en vrai, on est dedans, mais on ne sait pas ce qu'il y a forcément derrière, ou on sait peu, ou on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Mais pour ceux qui ont vécu, lorsqu'on vit dans des quartiers où on est en majorité, moi j'étais dans un lycée où la majorité, c'était que des Noirs et des Arabes. C'est-à-dire que pour nous, le monde, c'était ça. Ouais. Et quand on est sorti de notre banlieue pour aller en fac, où on a vu qu'on ne devient plus la majorité, mais numériquement, on commence à être une sorte on redevient notre minorité qu'on voyait peu à la télé. Ouais. On commence à machin. Et après, on n'a plus les codes. Et après, on va aller à la banque, on n'a pas les codes. On va au boulot, on n'a pas les codes. Et ce travail-là, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ça nous travaille sur nous. Ouais. Et on a perdu 5 ans parce que le mec qui est prêt à ça, noir, arabe ou non blanc en tout cas, il est prêt et il a les codes. Et donc du coup, il y va. Et c'est pour ça qu'il monte qu'il gravit les échelons, ou en tout cas voilà. Et après, les gens, ils sont frustrés, ils pensent que tu dis ça parce que je suis noir. Mais non, c'est parce que tu n'as pas les codes. Ouais. Si tu ne t'exprimes pas bien, ou si tu t'exprimes avec un accent de la banlieue, ou de la banlieue, là, je suis vraiment... non, mais tu parles un français, je sais quel point. Tu vois ce que je veux dire, c'est une question de code. Moi, j'ai rien contre l'accent. Moi, je m'adapte. Je vais parler d'une certaine manière quand je suis en interview. Je vais parler d'une autre manière quand je parle avec mon fils. Je vais parler d'une autre manière quand je parle avec ma femme. Je vais parler d'une autre manière quand je parle avec mes potes. Ouais. Et pour avoir travaillé dans un collège, je me rappelle, en tant que surveillant, en tant que pion, T'as été pion ? Ouais. Il fallait manger. Et non, mais c'est pas ça. Ça devait être intéressant comme expérience. Ouais, mais c'était super enrichissant en fait. C'était super enrichissant. Et je sais que j'ai adapté mon discours avec eux. Si j'étais là en train de dire, oui, écoute, tu sais qu'il va te ranger. Non. Des fois, je dis, wesh, tu fais quoi là ? Ouais. Et le wesh, tu fais quoi ? En fait, le gamin, il regarde, il dit voilà. Mais j'étais obligé, parce que si j'étais pas dans cette proximité avec lui, il allait me prendre de haut, il allait me fatiguer, et après, il allait pas m'écouter. Moi, je lui ai montré que je suis comme lui. J'ai pas son temps, t'as pas mon temps, j'ai pas ton temps, donc wesh. Wesh. Mais en vrai, non, pas wesh. Je peux pas arriver à la banque, wesh, un crédit. Non. Je suis pas invité chez France Inter, wesh. Bonjour, c'est comment c'est comment, on dit quoi? Ouais, t'as vu Noir FR en fait, tu vois, en fait, t'as vu le truc en fait par rapport à Noir FR, comme ça a commencé au Tarteret, tu vois ce que en fait, c'est non. Il y a des codes. Et là, je fais exprès pour juste montrer que c'est une question de palier de niveau, en fait. C'est très important. Et quand t'as compris ça... tu dis, ah oui, d'accord. Mais t'es puissant. Ouais. Et c'est marrant, après, il faut prendre la vie comme un théâtre. Ah, c'est un théâtre, la vie. C'est une pièce de théâtre géante. Exactement. Mais ça, du coup, il faut le transmettre aux enfants, ça, aux jeunes. Non, moi, je ne transmets pas ça. Tu ne transmets pas ça à ton fils ? Faire un virement avant de transmettre ça. Ça, j'ai souffert pour comprendre ça, donc je vais te donner ça comme ça. D'ailleurs, là, il faudra couper cette partie-là. Tu viens de te donner, là. Non, mais blague à part, oui, il faut le transmettre. Et ce que j'essaie avec mon fils, mais mon fils, je ne suis pas en mode, enfin mes enfants, plus ma fille, c'est pas, je ne m'assois pas et je ne les fais pas asseoir pour leur dire, voilà, je pense que ce qui est bien, c'est que force tranquille en fait. C'est-à-dire que mon fils, il voit comment je suis, comment je me comporte, tête haute, et naturellement, il transpire ça en fait. Yes. Voilà. Donc, par contre, s'il a des questions et tout, voilà, mais je ne vais pas le faire asseoir. Faire des grands discours, comme faisaient nos patères il y a 15 ans. Non, je n'ai pas besoin pour l'instant. D'accord. Il viendra naturellement de toute façon. Ouais, naturellement. Ouais. Mais du coup, c'est ça en fait. Pour reparler juste sur l'aspect des jeunes, c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement quand on vit dans un pays qui n'est pas le sien. Et que du coup, on ne s'identifie pas vraiment parce que, sur les super-héros, qui quand même, pour des petits garçons ou même des petites filles, ou des poupées, ou à l'école, ou même quand on te demande de faire un travail en maternelle, ou qu'on te dit de découper des personnages, en fait, les personnages sont tous blancs. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on transmet, alors que ce soit les différents entrepreneurs que tu reçois, pour leur dire, voilà, si vous voulez entreprendre, n'oubliez pas que c'est un message que vous passez à l'ensemble d'une génération.
Donc vraiment, pour terminer sur cette question, c'est quoi pour toi le message essentiel qu'on peut transmettre? Et comment en fait? Parce que tous les parents qui peuvent entendre ça. C'est par l'exemple. On a besoin toujours d'exemples et de modèles. On a besoin de s'identifier. C'est pas pour rien qu'il y a des pyramides et qui étaient construites à cette hauteur-là avec des statues aussi, machin. Ouais. C'est ça, c'est l'être humain, il a besoin de ça en fait. Donc pour moi, c'est par l'exemple et puis et dans la transmission toujours. Peu importe quelle qu'elle soit, cette transmission, il faut transmettre. Même rapidement, pour toi, il faut transmettre rapidement ou pas? Toujours. Ouais. Toujours. Ça peut être dire à son enfant, je suis rentré, tes enfants m'ont dit bonjour. Ben, ça, c'est la transmission. Parce que tu leur as transmis la valeur de la politesse et que c'est important de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire bonjour. Et ça, je l'ai vu. Donc, en voyant ça, j'arrive à situer quel type d'éducation plus ou moins est donné que tu donnes. Mais ça paraît rien. Ça paraît rien. Mais en fait, c'est tout. Non, mais c'est tout. Et les gens te font remarquer en plus. Tu vois, c'est tout. Ouais. Et je vois. Un enfant qui dit bonjour, qui est là et qui te regarde dans les yeux et qui regarde un adulte dans les yeux et dit bonjour avec un sourire. Et voilà. Et donc, on voit déjà direct. Donc, ça cadre. Et c'est ça la transmission. Parce que ça, c'est un code qu'il a et qui va lui servir. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui ne disent pas bonjour. Même pas à ses parents. Ils se lèvent le matin. Mais c'est une réalité. Oui, mais c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces codes-là, mis bout à bout, font qu'à un moment donné, tu arrives à faire ce que tu fais aujourd'hui. Avec l'expérience, c'est je vais à la banque, je connais les codes, je fais mon truc. Je rencontre des grands chefs d'État, je sais pas quoi, je connais les codes, je fais mon truc. Et tu navigues comme un caméléon dans tout cet espace. De toute façon, c'est nécessaire si on veut survivre là aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. En tant que noir et fier français, enfin pour moi j'ai besoin de ça en tout cas. Voilà. Et alors du coup en Afrique, t'as des projets ou pas? Oui, on tente, on échoue, on se relève. Ouais. On investit, on tente, on est déçu et on se relève. C'est compliqué l'Afrique, mais c'est normal parce que né grandi en France, on ne connaît pas l'Afrique. Donc voilà. Il s'agit juste de ça. Et une fois qu'après on a compris, les projets fonctionnent. Donc pour le moment, on soutient plus des projets qui sont existants. D'accord. Avant de créer. Donc il y a des gens qui ont des petits projets agricoles, donc on les soutient un peu financièrement, on leur achète un peu de matériel et tout. Et aussi, on gère aussi un internat avec des enfants. Ah ouais, cool. C'est où? C'est à Nkaï au Congo, dans la ville de Nkaï. D'accord. Congo-Brazzaville. Et voilà, donc on gère cet internat-là et c'est pas évident tous les jours, mais voilà, on le fait parce qu'on en a hérité et on nous l'a confié, donc voilà, donc on a créé une fondation pour ça et puis on essaie d'avancer petit à petit et faire ce qu'on peut faire avec nos moyens. Super. Écoute, vraiment, je pense que ce sera le mot de la fin. Moi, je trouve que, en tout cas, ce qui était intéressant là dans toute cette interview, ce que j'ai retenu, c'est vraiment le fait que, être entrepreneur, c'est juste suivre son évolution en tant qu'homme, avec un grand H, et la transmettre dans son entreprise. Tout à fait. C'est ça, hein. Avec les valeurs de l'amour, de la bienveillance, de la générosité. Exactement. Donc ça sort de là, pas d'ici? Non, ça sort d'abord de là. De là, hein. Mais ça sort que de là. Ah oui, ça sort que de là. Ici, en vrai, c'est des idées. Ouais. Mais s'il n'y a pas là, il n'y a rien, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de carburant. Ici, c'est des idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir une idée. Ah bah tiens, je devrais faire la location de loft. Mais il faut que j'ai le cœur pour pouvoir m'investir et me dire, tiens, je me lance dedans. Donc ça sort que de là. Ok. Là, c'est des idées et puis c'est toujours fièrement, tout simplement. Toujours. Voilà. Super. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Ouais, c'était un super moment. En tout cas, merci. Je te souhaite plein de bonnes choses. Beaucoup de lumière. De lumière? Ouais. Mais quelle lumière? C'est les néons, celle que tu veux. La lumière du jour? Non, celle que tu veux. Non, j'ai blagué. Celle que tu veux. Beaucoup. Ouais, beaucoup de lumière. En tout cas, tu mérites. Et ne sous-estime pas ta capacité à influencer les gens. Ok. Voilà. Je prends bonne note. Génial. Merci beaucoup. Bonne soirée, journée, comme vous voulez. À bientôt pour le prochain Voice of the CEO.